Bonjour, alors je suis Sylvain Gillier de Cheval en Conscience et donc j'ai créé cette chaîne YouTube, ça fait maintenant 3 ans suite au sommet en ligne que j'organise tous les ans en décembre. Et donc les sommets en ligne ont tellement bien marché que j'ai eu ces demandes de, d'interviews autour de sujets thématiques. Donc aujourd'hui, on a plusieurs sujets. On a un sujet autour du cheval et du soin. On a des sujets autour du cheval et de la psychologie. Et on a donc un sujet qui nous concerne ce soir, c'est les lieux ressources, les lieux équestres. Et ce sont des lieux qui sont en pleine transition, hein. Il y a une demande du public et aussi chez les professionnels de l'équitation, une volonté de changer peut-être cette relation qui nous unit au cheval. Et donc, cette interview, c'est la dernière interview avant la période des vacances. Et donc, on va être au repos en vacances pendant tout le mois d'août. Et donc, ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous Manon. Voilà, donc Bonsoir. Manon qui nous rejoint de Belgique. Et donc, avec son lieu ou centre, je ne sais pas comment il faut dire, qui s'appelle Eki Tao. Alors, bonsoir Manon. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, on s'est vu il y a 1 an à peu près lors d'un stage et tu m'avais parlé de ton lieu ressource et de ce que tu cherches à développer avec, on pourrait dire, d'autres manières d'enseigner l'équitation et aussi de vivre cette relation avec le cheval. Alors, Manon, ton lieu s'appelle Equitao et pourquoi Equitao? Est-ce que pourquoi tu mets en lien le cheval et le Tao? Ah, mais ça, c'est une bonne question déjà. Ben écoute, ce nom, il est né en 2010 lors de ma deuxième lecture du Tao du cheval, je pense. Je le lisais et je le relisais De de Linda Linda Kohanov, hein, Kohanov. que je connais bien puisqu'elle m'a formé sur une période de 10 ans à peu près. Mais oui, tu Je la vais aller connais la super. rencontrer d'ailleurs dans quelques jours, hein. Ah oui. Elle à Tucson en Arizona, Et avec donc, un livre du Tao du cheval. ouais, elle a fait ce livre qui était incroyable pour beaucoup d'entre nous, qui a été littéralement une Bible sur ma table de chevet. Et en fait, je le lisais et ben, c'est mon mari, Aslan, qui était avec moi et on réfléchissait, mais comment est-ce qu'on va appeler ce projet? Parce qu'on avait démarré, mais il nous fallait un nom. Et il me dit, mais appelle-le. Alors moi, je voulais un truc avec Eki pour voilà, faire référence au cheval, hein, tout simplement. Et puis alors, bah, on a mis Tao à côté. C'est devenu Eki Tao, la voix du cheval. Le Tao qui fait référence au taoïsme avec cette invitation à ce retour à la nature, à l'être, à l'authenticité, et qui est bah, 100% ce que les chevaux nous proposent de vivre si on se met en lien avec leur nature euh, profonde. Absolument, pour Olinda, il y a cette notion du Tao avec l'équilibre aussi. Et dans son logo, il y a un cheval blanc et un cheval noir qui sont entrelacés, qui font le symbole du Tao. Et donc avec les aspects visibles et les aspects invisibles, avec cet équilibre entre le visible et l'invisible, et quand dans son livre Le Tao du cheval, elle parle énormément de cette relation entre le visible et l'invisible. Et tu m'avais parlé pendant la préparation de ces aspects subtils, peut-être, je ne sais pas. Et comment est-ce que tu mets ça en relation avec ton métier, donc d'instructeur d'équitation? Alors, d'abord, je partirais justement, tu vois, sur cette subtilité de ne, que je ne me mets pas dans une case vraiment, tu vois, d'instructeur d'équitation. J'ai été un peu mise là par la force des choses, on va dire. Moi, je suis une fille qui a grandi dans les manèges et donc je suis vraiment la fille de cheval cliché qui monte à cheval depuis qu'elle a 5 ans.
Et qui a appris vraiment de la façon classique de monter les chevaux et de les débourrer, et de faire des choses avec eux. Mais là où c'est devenu subtil, c'est quand donc j'ai une deuxième casquette, enfin première casquette professionnelle qui est que je suis psychologue. Et donc en fait là, d'année en année, ça m'a ouvert à toute cette présence à moi et à mon monde intérieur d'abord. Et ça amène de la subtilité dans la vie, ça amène de la nuance, de l'équilibre, du noir, du blanc. Et c'est toutes ces explorations-là qui finalement prennent une forme avec cette subtilité qu'on propose d'expérimenter ici chez Ekitao avec les chevaux. Alors il y a cet aspect de l'apprentissage de l'équitation, mais donc ce que tu dis, si je comprends bien, c'est qu'il y a un aspect qui est psychologique dans la relation avec le cheval, et je dois dire que je suis bien convaincu moi-même que il y a une dimension psychologique, et on a interviewé d'ailleurs plusieurs personnes autour de cheval et psychologie intégrative. Et comment est-ce que ça se traduit dans ta vie, et comment est-ce que tu portes ces deux casquettes de enseignante d'équitation et donc ces aspects liés à la psychologie? Ben, en fait, tout simplement parce que ça s'est intégré en moi. Tu vois, c'est comme si il y a une casquette, c'est moi, et j'active telle ou telle compétence ou ressource selon les besoins, selon les situations, selon la demande des personnes qui viennent, par exemple. Et, cette psychologie, bah, je l'abordais déjà quand j'ai commencé à travailler en thérapie assistée par les chevaux, avec bah, tout l'aspect mental, l'aspect émotionnel, l'aspect corporel que les chevaux viennent éveiller, qui ne se passe pas en thérapie, enfin moins en tout cas en thérapie classique. Ou même, Euh, même pas du tout, hein, quand on est même, chez ouais, un psychiatre, on et est assis. bah, on est assis ou on est allongé sur le divan du psychiatre, hein, si c'est Oui, psychiatrie freudienne là. Et il y a pas du tout, il y a presque une séparation entre le mental et le physique, hein. Beaucoup de psychiatres disent ah eux-mêmes oui. d'ailleurs qu'ils ne s'occupent pas du corps, ils ne s'occupent que de la psyché. Et c'est vrai qu'avec les chevaux, bah, quelque part, on ne peut pas du tout s'abstraire du corps. On ne peut pas du tout. Et en fait, quand tu remets ensemble ces trois corps-là, eh ben pouf, tu as accès à ce subtil, cet invisible dont tu parlais, ce noir, ce cheval noir là à l'intérieur de nous. Euh, c'est vraiment quand tu prends en compte un corps, le deuxième corps, le troisième corps, pouf, il y a un corps qui englobe tout ça. Et là, c'est là que moi, dans mon expérience vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis du projet ici, vis-à-vis des gens qui viennent depuis des années, c'est vraiment que il n'y a pas de changement profond, il n'y a pas de mieux-être profond, que ce soit dans la vie ou dans la relation avec les chevaux, quand on veut être bien avec les chevaux, se sentir mieux après les avoir vus qu'avant d'être venus, etc. Si on ne se remet pas dans ce cercle, tu vois, dans cette union de nos différentes parts, de notre cerveau qui réfléchit, de nos émotions et de cet être que l'on est. Et c'est seulement à cet endroit-là qu'on va vraiment rencontrer le cheval parce que lui, de par sa nature et s'il a des conditions de vie qui lui permettent de vivre comme ça, évidemment, parce qu'il y a des chevaux qui vivent dans des conditions, ils sont complètement dissociés. Mais des chevaux qui vivent une vie où ils répondent à leurs besoins quand ils en ont besoin, à ce moment-là, on est face à un être qui fonctionne de façon relativement unie. Et ça, c'est un grand apprentissage pour nous qui avons dû nous dissocier à différents endroits de notre vie pour nous adapter à notre société qui est, voilà, qui est sclérosante comme ça, sclérosée. Tout à fait, c'est tout à fait ce qu'on dit dans la psychologie IFS par exemple. Ah oui. On est fait avec différentes parties finalement, et il y a cette notion chez Linda Kohanov de moi construit. Alors merci beaucoup d'amener cet élément-là de la psychologie, et justement de cet aspect holistique, hein, de l'ensemble du mental, des émotions et de notre corps physique. Et pour toi, ça a été une prise de conscience, ça a été un développement, ça a été des formations. Comment ça s'est passé dans ta vie en fait? Ça a été progressif. Je pense que le fait de m'immerger dans le monde des chevaux,
tu vois, en vivant avec eux, en ayant choisi d'avoir une ferme et de s'en occuper, de passer autant d'heures par jour dehors avec 30 chevaux à soigner, parce qu'au départ, j'étais juste avec Aslan, et donc j'étais toute seule vraiment pour m'occuper des chevaux. J'ai l'impression que ça m'a tellement ramené dans mon corps de devoir porter des charges, d'être dehors par tous les temps, de faire des heures et des heures comme ça, qu'à un moment donné, euh, il y a quelque chose qui s'est éveillé, qui s'est ouvert parce que le corps a été habité suffisamment longtemps, suffisamment... et moi, voilà, apparemment, il m'a fallu quand même avoir toute cette matière et ces 30 chevaux à soigner, tu vois, pour arriver dans ce corps et pour ressentir et pour commencer à un moment donné à me rendre compte, mais tiens, je vais quand même aller voir dans cette prairie-là. Et puis en y allant, ah bah merde, il y a un poney qui avait passé la clôture. Euh, de me rendre compte, bah, le chat vient de passer, je vais quand même aller voir s'il y a encore de l'eau dans le seau. Et alors ça, j'ai commencé à me dire, ah bah tiens, il se passe rien, mais je vais quelque part et en fait, il se passait quelque chose, mais que je n'aurais pas pu savoir avec mon mental ni avec mes cinq sens parce que j'y étais pas. Et ça, j'ai observé que ça se développait au fur et à mesure. Ensuite, en fait, j'ai eu un cheval. Moi, je suis passionnée des Akalteke, une race de chevaux rare et très ancien, hein, la plus ancienne race de chevaux. Et en fait, j'en ai un jour vu un, et j'ai eu un coup de foudre, mais un truc inexplicable. Je vais faire bref. Et donc, j'ai vécu une aventure incroyable avec ce cheval. Et puis, il est mort. Et quand il est parti, bah, tous ceux qui ont déjà vécu des deuils de personnes proches savent ce que c'est. C'est une partie de soi qui s'en va. C'est un morceau qu'on nous a arraché comme ça d'un coup. Et ça m'a fait sombrer vraiment dans des profondeurs que je soupçonnais même pas. Et là, alors, j'ai été en contact avec celle qui est devenue vraiment un mentor et une amie très très proche avec qui on accompagne des propriétaires de chevaux qui s'appelle Antoinette Goubeau. Et avec elle et en groupe avec d'autres personnes aussi, nous avons vraiment été explorer dans nos profondeurs tous ces fils de connexion qu'on avait déjà en fait connectés aux animaux et aux vivants autour de nous. Mais là, c'est devenu quelque chose que j'ai appris que ça pouvait devenir conscient et que ça pouvait devenir ma manière d'être sur Terre pour capter les informations, pour y réagir, pour prendre ma responsabilité, pour la rendre aussi quand j'ai pas apporté quelque chose. Et donc, c'est devenu de plus en plus fluide, en fait, depuis ça. Ce que j'entends, c'est que il y a une forme d'intuition qui se développe ou Oui, oui, une oui, tout à fait. attention particulière ou... C'est tout à fait ça. D'abord, tu vois, c'est comme si une intuition, tu as l'impression que ça te tombe dessus comme ça. Et alors, moi, en tout cas, ce que ça me faisait, c'est que je dépendais de ça. Je me disais, ah, j'espère que je vais le sentir. Et puis, de temps en temps, je sentais, puis de temps en temps, je sentais pas. Et là, c'est plus que de l'intuition parce que c'est comme si tout le temps, le canal de l'intuition, les canaux de réception de ce qui n'est pas visible par les cinq sens, mais de ce qui est perceptible les vibrations de ce qui est vivant autour de nous, parce que tout ce qui vit, bah, est en mouvement. Vu qu'il est en mouvement, il vibre. Et donc, en fait, à pouvoir capter ces vibrations, euh, avoir une sensibilité telle que, alors, ça peut devenir des informations qui peuvent être vraiment pertinentes. C'est le fameux Tao, justement, hein, avec les aspects du yin et du yang qui sont Oui, équilibrés. c'est ça. C'est Et l'harmonie. Il y a une harmonie qui devient possible entre l'intérieur, l'extérieur, et de pouvoir, après, c'est tout un apprentissage de gérer ça et de pouvoir plus ou moins ouvrir, plus ou moins fermer. Et les chevaux le font naturellement tout le temps pour scanner leur environnement. Tu l'as déjà expérimenté dans toute ton histoire avec les chevaux aussi. J'imagine qu'ils ne sont pas les mêmes avec un tel ou avec un tel parce qu'ils ont d'autres informations et donc ils s'adaptent simplement aux informations qu'ils ont. On les change de prairie. Et, euh, et ça, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant parce qu'il y a tellement plus à capter que juste ce qu'on voit ou ce qu'on entend ou de ce qu'on sait. C'est un mais, champ des possibles. mais quand on gère un lieu équestre avec 30 chevaux, qu'on donne des cours d'équitation dans un cadre
relativement classique d'apprentissage de l'équitation. Comment c'est possible de concilier cet aspect subtil ou cet aspect intuitif avec ce que oblige finalement l'enseignement de l'équitation avec son cadre pédagogique? Ouais, c'est c'est toute une réflexion. C'est chouette que tu me demandes ça parce que du coup, ça me fait réaliser, tu vois, ah oui. Euh, En fait, à un moment donné, j'ai dû me retirer du monde du cheval. Donc, je suis retirée du monde du cheval classique depuis bien, bien longtemps, mais vraiment, même me retirer de mes propres chevaux, de mon propre centre. Donc, j'habitais toujours sur place et je continuais toujours à m'occuper de tout le monde. Mais après mon deuxième enfant, j'ai fait vraiment un épuisement d'avoir trop à gérer, de courir partout. Et donc, j'ai commencé à me retirer doucement. Mais j'étais pas encore suffisamment à l'écoute et je continuais quand même à prendre beaucoup de choses en charge je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à déléguer. Et puis, C'est ce qu'on disait hein, avec d'autres intervenants, que dans le milieu équestre, bah, c'est lourd, c'est lourd. Et il y a beaucoup de professionnels du milieu équestre qui vont passer par cette phase d'épuisement, voire de ouais, burn-out. Et ouais. donc pour toi, ça a été un des éléments de la transition? Tout à fait, tout à fait. C'est grâce à ça que, à un moment donné, ben, quand ton corps n'y arrive pas, ben, tu es obligé de t'arrêter et tu es obligé de demander à quelqu'un, ben, tiens, est-ce que ça, tu pourrais le faire à ma place? Ben, est-ce que ça, vraiment, on a besoin de le faire? Et donc, ça m'a fait déjà euh, recadrer l'activité, si tu veux, parce que à la base, quand j'ai commencé le projet Equitao, je voulais accueillir des personnes qui venaient en recherche d'un accompagnement introspectif avec les chevaux et sur ce lieu qu'on habite avec la possibilité de les héberger, etc. Donc, tu vois, un lieu ressource. Et puis, en fait, bah, il y a plus de demandes pour des leçons d'équitation, pour des pensions pour chevaux, pour des débourrages, pour des randonnées, pour des stages pendant les vacances scolaires que des gens qui viennent vraiment dans cette optique-là. En tout cas, il y a eu cet effet-là à ce moment-là. Je pense que c'est en train de changer, C'est en mais train de changer petit à petit. ouais, mais donc il y a en 2009-2010, là c'était encore quand même fort ça. Et donc en fait j'ai été prise par la loi de l'offre et de la demande. Et en fait on me demandait ça et donc j'offrais en retour de l'équestre, de l'équestre, de l'équestre. Et je me suis retrouvée finalement à faire beaucoup plus de ça que de quoi que ce soit d'autre. Et ça a participé à mon épuisement. Euh, et donc, j'ai eu un... Après cet épuisement, j'ai quand même continué à tenir à tenir les randonnées. Ça, je voulais pas lâcher. Je continuais les randonnées montées. Donc, j'emmenais des groupes quelques jours dans la forêt. Et j'ai eu un accident et ma jument est morte dans cet accident. Ouais. Donc, ça a été un gros traumatisme qui m'a littéralement coupé l'herbe sous le pied de nouveau. Parce que tu vois, moi, il faut que les choses, elles doivent percuter vachement chez moi. Et donc, j'ai de nouveau été... j'ai eu l'herbe coupée sous le pied. Et ça m'a fait me retirer des chevaux. J'avais plus envie. Je voulais juste les nourrir, tout ça. Mais je voulais plus rien faire avec eux. Et donc, j'ai accompagné beaucoup de gens pendant longtemps, pendant 1 an et demi, 2 ans, sans chevaux. Ils venaient, il y avait les chevaux dans la prairie, mais on ne faisait plus rien avec eux. Et moi, j'arrivais plus à faire des choses avec eux, mais j'arrivais à être avec eux. J'ai développé tout cet aspect subtil sans rien faire avec eux, en allant dans la prairie, en allant à côté d'eux, en faisant des méditations, en me connectant à eux de loin, etc. Et là, c'est seulement, je vais dire, ces dernières années que j'arrive maintenant à intégrer cette subtilité, cette sensibilité. Mais il m'a fallu vraiment du temps pour d'abord la gérer moi, puis la gérer avec d'autres, et puis la gérer avec en plus les autres et les chevaux. Et ça, c'est assez nouveau de pouvoir le faire dans un cadre équestre. Dans un cadre où bah, il y a des gosses qui viennent et ils veulent monter à poney, quoi. Ouais, Euh, les parents disent, bah, ouais, moi, je paye une leçon d'équitation, eh ben, il faut faire du cheval et pas rester dans la prairie à regarder les chevaux. exact. Ouais. Et ça, c'est le piège. Quand tu fais les choses parce qu'on te les demande, bah, en fait, mon cadre, il ne tenait pas. Je disais qu'on faisait du relationnel avec les chevaux, mais en fait, j'avais tellement de pression de partout que je finissais toujours par les mettre à cheval et à leur apprendre à trotter enlevé, alors qu'ils avaient peur d'être à côté.
que à un moment donné, quand c'est tellement clair pour toi, alors tu l'incarnes autrement. Moi, je sens vraiment qu'il y a une posture qui fait qu'en fait, les parents ne viennent plus réclamer que leur enfant soit japonais ou apprenne à galoper ou pourquoi on ne saute jamais. Ils ne me posent plus ces questions-là. Mhm. Et ça a été chouette de le vérifier là, le dernier trimestre ici de l'année scolaire. Mhm. Notre monitrice a arrêté et donc j'ai dû reprendre les cours pour pas laisser voilà, les abonnements et tout ça en cours de route et abandonner le navire. Et donc, en fait, ça m'a permis de voir que je pouvais amener une certaine conscience avec des enfants. On a mis au point un rituel quand ils arrivent, toujours le même, où on se connecte avec notre cœur au cheval, où on sent ah, de quelle couleur est mon fil entre mon cœur et son cœur aujourd'hui. Et on a pu vraiment faire un système où ils sont une semaine à cheval et la semaine suivante, ils sont dans la prairie. Et en Ah, fait, ils le savent à l'avance. ouais. Et donc, ils ne viennent plus le jour où ils viennent dans la prairie. Ils savent qu'ils vont aller dans la prairie et il n'y a Mhm. plus cet enjeu de «Ah, mince, je voulais monter, elle nous a mis au sol». Ah, Il n'y a ouais. plus ce truc-là. Ah, c'est Et beau, c'est beau de voir les. Et donc, en fait, tu as créé une transition quelque part avec des étapes voilà, oui, oui, qui oui. vont de l'équitation telle que, bon, on se l'imagine ou telle que telle que les parents peut-être Hmm. attendaient vers autre chose. Et donc, ça s'est fait par des petits rituels. Oui, des rituels. Et puis alors, on a fait un courrier aux parents, en fait, en tout début d'année. C'était toujours la monitrice qui donnait les cours, mais on était déjà quand même dans quelque chose de concret dans cette optique-là. Et en fait, on a vraiment écrit un courrier aux parents pour expliquer que les enjeux de la société actuelle en 2024 n'était pas de transformer nos chevaux en vélo et de continuer à faire comme on avait fait jusqu'alors, qu'il était vraiment temps d'amener cette relation, cette conscience de soi, parce que le monde, bah, là, je pense qu'on peut le dire, tout le monde le dit, même monsieur, madame, tout le monde, bah, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et donc, nous, on assume ça. Et on dit, mais en fait, on a fait tout comme on nous a appris depuis des années, et en fait, ça ne va pas. On n'est pas en paix, les chevaux sont pas en paix, le lieu. Et euh, ça, c'est entendable parce qu'on s'adresse à une part plus profonde d'eux qui savent qu'en fait, il y aurait moyen que ce soit plus en paix la vie. Et que si le poney peut participer à ça, bah pourquoi pas. Et donc, en fait, on a perdu quelques cavaliers, mais pas tant que ça. Euh, il y en a d'autres qui sont venus d'un autre public et il y en a qui sont restés et qui vivent toutes ces transitions-là avec nous depuis des années. Et ça, c'est très gai. Donc ton positionnement intérieur a changé avec bon, bah, des événements difficiles, la perte de ton cheval. Et à partir de ce positionnement intérieur, c'est toi qui as posé le cadre finalement. Tout à fait, ouais. Mais c'est un cadre qui est plus vivant, tu vois, parce que comme il y a cette relation avec nos chevaux qui est très concrète, on les nourrit, on les change de prairie, voilà, on prend soin d'eux sous tous leurs besoins. Mais c'est une relation qui est subtile et donc quand on s'adresse à eux, on s'adresse vraiment de cœur à cœur en demandant, mais tiens, qui a envie de faire quoi? Qui a envie de... Et ça fait que c'est un cadre vivant mais il tient. Il est, tu sais, comme un arbre, quoi. Et puis, il y a la branche où on fait du cheval chez Kitao. Et puis, il y a la branche où on vient dormir dans la yourte et se ressourcer. Puis, il y a la branche, tu vois, il y a plein de branches. Mais le tronc, il est là. Et en fait, c'est une loi du vivant qui est juste évidente. Et donc, je sens que ça parle de façon évidente aux gens qui nous visitent. Et du coup, on n'a plus ce problème de cadre qu'on pouvait avoir avant, où ils avaient des attentes par rapport à faire du poney. Ah, c'est beau d'entendre ça. Et tu avais utilisé les mots de médecine du vivant. Et est-ce qu'il y a cette dimension avec le cheval? Comment est-ce que tu as découvert ces aspects-là de médecine du vivant? Est-ce que le cheval est là pour nous guérir? Comment ça s'est passé pour toi? Euh, bah écoute, moi, on en a parlé tous les deux pendant la préparation. Là, tu vois, l'histoire de... Tu me parlais de l'archéopaléontologue qui racontait donc l'histoire des humains et des chevaux là, d'il y a Marie, 30 000 ans. Marilyn, oui, tout à fait.
Et en fait, ben oui, pour moi, les chevaux, ils sont dans l'air que je respire. Ils sont là. J'ai vraiment un lien comme ça avec eux. Donc, pour moi, c'est assez évident. Mais je pense quand je leur demande, en fait, ben, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ça fait quoi de travailler avec les humains, de les accompagner, Eh bien, en fait, ils me disent qu'ils sont vraiment tellement heureux quand ils peuvent venir nous ramener à du vivant en nous. Et donc, le vivant, c'est ce qui est en mouvement et c'est ce qui tend vers l'harmonie. Et c'est un mouvement qui, parfois, enfin, souvent, la vie l'a un peu arrêté ou accéléré ou voilà. Et eux, ils sont dans ce mouvement qui tend vers l'harmonie et ils peuvent vraiment nous amener ça. Et quant à nous, ça aussi, je me suis déjà beaucoup questionnée là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on leur apporte? Et puis les chevaux comme les nôtres, tu vois, des chevaux qui naissent dans des pays où ils n'ont pas l'occasion d'être des chevaux sauvages, ils sont des chevaux de selle qui vont être montés par monsieur, madame, tout le monde. Eh ben, on a vraiment cette mission pour eux de leur apprendre à vivre dans ce monde qui n'est plus un monde naturel et c'est comme ça, qui est dominé par les humains parce qu'on n'est qu'en 2024 et on en est encore là. Euh, Comme ils ont cette vie obligatoire où leurs territoires sont restreints, où ils sont castrés, où ils sont, tu vois, ils ont une vie pas naturelle comme nous, eh ben, on peut leur faciliter l'adaptation dans ce cadre parce que quand c'est l'âme qui est aux commandes, il peut trouver un sens s'il peut collaborer à cette tentative d'aller vers l'équilibre sur Terre. Tu vois? Je sais pas si je me perds là dans mon truc. Non, non, je crois. Ce que j'entends, c'est que euh, il y a eu déjà le fait de demander au cheval euh, qu'est-ce qui lui convient. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit sur le mouvement. Il y a beaucoup de traditions. On avait parlé des traditions indigènes où le cheval représente ce mouvement. Et, euh, et donc, tu as comment ça s'est passé pour toi dans le cadre de l'équitation, d'intégrer ces éléments du mouvement de la vie. Et moi, c'est quelque chose vraiment, je crois que le cheval peut nous apprendre ce mouvement-là, mais j'ai pas encore une idée bien claire de comment ça peut se passer dans le cadre d'un lieu équestre, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, En fait, de ce que j'observe pour le moment, tu vois, peut-être si on refait une interview l'année prochaine, je vais te raconter encore d'autres choses. De ce que j'observe, c'est toute la préparation avant. C'est comment est-ce que les humains se rendent disponibles à ça. Et ça vaut pour de l'équestre. Ça vaut pour une séance d'hypothérapie, ça vaut pour une randonnée, peu importe, pour aller faire une méditation, pour aller faire peu importe. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est ce moment où les gens arrivent et où ils sont déjà en préparation parce qu'ils se sont inscrits, parce qu'ils ont pris rendez-vous et tout, mais alors le moment où ils sont là et qu'on prend ce temps, où on se rend disponible à ce qui va se passer. Et puis, on se met en lien quand on est disponible. Et à ce moment-là, les chevaux, si ils ont plus ou moins pu répondre à tous leurs besoins pendant leur journée et tout, en général, bah, c'est des êtres de lien comme nous, donc ils sont assez preneurs du lien. Quand ils ont quelqu'un de disponible en face, ça se fait assez facilement. Et si ça se fait pas, c'est intéressant aussi, mais c'est plus embêtant dans un cadre équestre. Bien que nous, bah, on rebondisse là-dessus, hein. On a déjà eu, tu vois, je sais pas, sur 4 chevaux pour une leçon, il y en a un qui ne veut rien savoir. On Et dit, bah ok. Eh qu'est-ce qui se passe si le cheval, bah, il dit, ah non, non, moi je ne veux pas travailler avec cette personne? bah, tu vois, il bouge, il veut pas qu'on le selle ou quoi. Et puis alors, on sent, ok, est-ce que là, il y a moyen de lui laisser le temps ou de découper? Tu vois, on découpe Oui. les objectifs. Donc, bah, peut-être on va juste mettre le tapis de sel sur le. Donc, d'abord, on va essayer tous les aspects concrets. Tu vois, ok, on va juste mettre le tapis de sel sur le mur à côté de lui et puis on va voir comment il réagit. Et puis, on découpe chez la personne. Bah, tiens, au fait, comment toi tu te sens? Parce qu'en fait, je dis l'intention de la séance avant. Bah, tiens, aujourd'hui, on va travailler le trop enlevé, tu vois, avec des enfants de 10 ans et on va travailler notre équilibre au trop enlevé. Eh bien, en fait, si ça n'est pas quelque chose, quand ils se mettent dans cette vision-là, tu vois, dans cette sensation où ils vont trotter enlever, si ça n'amène ni de la paix, ni de la joie, ni de la curiosité, en fait, on découpe. Ah, ok. Donc, et si tu es trotte mais tenue? Ah, si je suis tenue, ok, là, ça redevient joyeux. Ok, alors on va faire ça. Et donc, mais parfois, ça arrive que
les gens, en fait, sont pas habitués à s'écouter. Et Mm. donc, ils disent, oui, en fait, si on fait comme ça ira. Mais en fait, ça ne va quand même pas. Et là, le cheval, il le montre. Et donc, parfois, en découpant comme ça, on trouve le nœud. Et Oui. alors, ouf, le cheval peut, à un moment donné, se poser et redevenir disponible. Quand c'est absolument pas le cas, alors on dit, bon, ok, vous êtes quatre, il y a trois chevaux. On va faire avec. Et donc, qui commence, qui fait quoi, et celui qui est au sol. Et ça demande d'être créatif, évidemment. Mais quand on est bien présent et bien disponible, la créativité, elle vient facilement. Et on avait parlé du bien-être des chevaux. Est-ce que tu penses que ça fait partie du bien-être, d'écouter le cheval, de le prendre en considération? Ou alors au contraire, bah, parfois on l'entend dire, même dans l'équitation éthologique, hein, où on dit, bah, si je te demande de céder les hanches, bah écoute, faut que tu cèdes les hanches parce que c'est moi qui te le demande. Ouais. Ouais, ça, j'ai jamais pu rentrer là-dedans. J'ai jamais pu rentrer là-dedans et je me suis retrouvée bloquée pendant des années parce que je tâtonnais de mon côté. Mais comme il y avait ce courant d'équitation éthologique qui a pris toute la place, c'était terrible. Et puis, heureusement, j'ai rencontré bah, Elsa Sinclair et Florentine Van Til, que tu connais bien, chez qui on s'est rencontrés d'ailleurs. Euh, et là, avec Florentine, j'ai vraiment découvert cette histoire de leadership passif, de Oui. leadership soutenant. En fait, je l'ai découvert avec Elsa et puis avec Florentine, bah, avec ses accompagnements qu'elle fait, tu vois, qui s'appelle Cheval en lien, Mhm. j'ai pu vraiment creuser ça. Et là, maintenant, j'ai des tuyaux très concrets Ok. pour les gens et pour dire, mais en fait, on va pas juste écouter le cheval qui ne veut pas être scellé. On va l'écouter, on va vérifier s'il a pas mal quelque part, tout ça. Mais après, l'idée, c'est qu'il puisse étirer sa zone de confort progressivement. Mais si je passe en dominant pour ça, à un moment, c'est possible, mais je peux pas être tout le temps dans cette relation-là avec eux. C'est pas juste, c'est pas vivant, justement. Et donc là, avec ce leadership passif, ce leadership soutenant, ce leadership influent, qui sont des formes beaucoup plus douces de leadership, qui prennent plus de temps, Oui. mais au final, nous, on a ici un cheval qui s'appelle Phaeton, qui est un Irish Cob redoutable. C'est de Ah lui qui a bon? eu le plus de chutes. Tu Oui. vois, il est extraordinaire. C'est un cheval, tu le prends avec des personnes en situation de handicap, des personnes hyper lourdes, des personnes qui se tiennent comme ça, il va pas broncher. Mais alors tu mets le petit cavalier qui veut faire sa petite prestation et qui veut un peu le contrôler, il part au galop, il fait n'importe quoi et il a éjecté je sais pas combien de dizaines de personnes. Et il en était arrivé à un point où on s'asseyait dessus, on faisait 10 mètres et il éjectait. C'était, c'était devenu ingérable. Même moi, je ne savais plus quoi faire et on l'a mis au repos. C'est arrivé à plusieurs de nos chevaux à un moment donné. Comme moi, j'ai fait un épuisement. Ben, il y a plusieurs chevaux qui ont fait des épuisements, malgré qu'on avait l'impression qu'on les écoutait, qu'on les respectait, qu'ils ne travaillaient pas trop. Mais ils travaillaient pas non plus avec les bonnes parts d'eux, tu vois, comme moi, comme quand je travaillais à partir de la loi, de l'offre, de la demande, de l'extérieur, et que ça partait plus assez de qui j'étais devenue entre-temps. Et, euh, et en fait, ce cheval, bah, c'est avec lui que j'ai fait toute cette recherche en leadership passif. Et il a repris le travail avec d'autres gens que moi. Donc pendant un an et demi, on n'était que nous deux. Et je lui ai vraiment laissé cette occasion-là. Il en avait besoin. C'était vraiment un truc de l'être, quoi. Et là, il réaccompagne des gens. Il a refait quelques leçons. Il a trotté avec des gens. Et il a pu vraiment, tu vois, réagrandir sa zone de confort. Donc resupporter quelqu'un qui est un peu raide sur son dos ou un peu dominant sur son dos, mais sans partir dans ses vieux schémas. Mais il a eu besoin de s'extraire comme moi à une époque, tu vois, où ça m'a de m'extraire du monde des chevaux, ça m'a permis d'y revenir en ayant déconstruit le truc bah voilà, dominant, comme tu dis, qui est installé. Alors moi, je n'étais pas rentrée dans l'équitation éthologique, mais je venais quand même de l'équitation classique. Donc au final, je voulais quand même que les chevaux tournent. J'y m'y prenais hyper lentement, hyper doucement, mais j'avais toujours cet objectif-là. C'est ça. Et Ouais. tu as employé ce mot de leadership passif. Tout le monde ne connaît pas. Et il y a les Jeux Olympiques en ce moment en région parisienne, hein, avec tout ce que ça peut supposer de compétition, de saut d'obstacles, etc. Oui. Et dans le milieu de l'équitation, on parle quand même de la dominance, de la domination sur le cheval. Et, Ouais. et ce serait quoi ce leadership passif?
Et, euh, et en quoi il se différencie de ce qu'on apprend souvent dans l'équitation classique, de montre-lui qui est le maître et d'avoir un leadership au contraire dominant ou dominateur. Oui. Euh, Ce leadership passif, en fait, il part davantage de notre posture, de notre capacité à aller rencontrer l'autre là où il est, et de pouvoir, à partir de là, à la fois pouvoir suivre les propositions de l'autre. Tu vois, quand mon cheval regarde un truc là à droite, au loin, et qu'il est en train de bloquer, je peux lui demander d'avancer et probablement il va le faire. Mais si à chaque fois qu'il est occupé à regarder quelque chose qui vraiment pour lui c'est important, ça l'absorbe, je vais pas pouvoir être agréable pour lui. Je vais pas pouvoir être un bon leader parce que j'ai pas une bonne idée. Lui, il a une idée de regarder un truc et moi, mon idée, c'est de faire autre chose systématiquement. Et donc, ce leadership passif, il va me permettre de rentrer dans cette dynamique où je m'intéresse à l'autre et je nourris ma capacité à me rendre disponible, à être présente. Ensuite, peut-être moi, il y a des choses qui m'intéressent et mon cheval se met à s'intéresser aussi à ça. Parce que on se comporte toujours avec les chevaux comme des enfants qui veulent, on veut ça, puis on veut ça, puis on veut ça, puis on veut ça, puis on veut ça. Et c'est tellement un déséquilibre à l'intérieur de nous qui crée ça, tu sais, une immaturité. On demande, on demande, on demande, on demande, mais qu'est-ce qu'on donne vraiment de nous? Alors que lui, on lui demande sa concentration, on lui demande sa réactivité, on lui demande sa douceur, on lui demande quand même d'avoir du peps. Et nous, ben, en fait, on est juste en train de demander ça. De Et donc, nous le porter, on leadership lui demande passif. porter, de nous porter nous-mêmes, hein, Oui, tout à sans, fait. sans souvent beaucoup de respect. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment enthousiasmé quand j'ai vu le rapport au cheval dans certaines nations indigènes, où en tout cas il y a cette notion de respect, envers le cheval. Et c'est de ça que tu parles par rapport au leadership passif C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est une posture, j'imagine que toi, tu as pu découvrir encore autrement que moi en allant dans ces cultures-là parce que eux, ils sont toujours là-dedans. Nous, on doit réapprendre ça. On est tellement déconnectés on doit réapprendre. Et moi, ça m'a pris un paquet d'années, quoi. Et en ayant autant de chevaux et autant d'heures de pratique, tu vois, pour désamorcer tout ça et revenir dans quelque chose de simple. C'est tellement ouais. simple, en fait. Tu avais utilisé ce mot de légèreté, les choses deviennent plus légères, Oui, ça. tout à fait. Hmm. Tout à fait. Elles deviennent plus légères à plein de niveaux. C'est vrai que je t'expliquais ça avant. Ce côté où, en fait, il y a quelque chose qui s'est équilibré, qui s'est harmonisé, qui s'est mis en mouvement à partir de l'être profond que je suis. Et donc, le projet a son mouvement, les chevaux ont leur mouvement, et tout ça fait que malgré qu'il n'y a pas eu de gros changements dans la matière, on a toujours 30 chevaux, on gère toujours autant d'hectares, on a toujours une charge de travail importante, mais comme ça part vraiment d'un autre endroit de nous, eh ben, on gère ça différemment. Alors concrètement, les gens n'ont rien vu, hein. On a un site internet, on répond au téléphone, tu vois, on est... Mais nous, à l'intérieur, on se sent vraiment comme si c'était un grand cercle et on est dans ce pourtour du cercle. Et alors, de temps en temps, c'est celui-là qui donne une idée, puis c'est celui-là, puis c'est celui-là. Et puis, de temps en temps, ben, il y a Manon ou Aslan ou n'importe quel autre humain qui se met au centre et qui fait le porte-parole. Mais c'est une gestion, du coup, qui est beaucoup plus économique, écologique et subtile. Parce que ça demande de s'arrêter. Et puis, pour sentir ce qui ne se voit pas, ça demande un petit peu d'entraînement, mais surtout de la disponibilité. J'aime beaucoup cette image du cercle. Et dans le cercle, on est tous à la même distance du centre. Et, mais il y a un point central autour duquel tourne le cercle. Euh, mais quelque part, chaque point du cercle a la même importance. On retrouve beaucoup Ouais. ces notions dans effectivement les nations indigènes et peut-être aussi le druidisme avec le cercle. Et je crois que ça fait vraiment partie Oui. de ces enseignements des chevaux. Et, mais donc tu disais que concrètement, ça n'a pas changé grand-chose dans ton organisation. C'était juste
ton positionnement intérieur qui a changé? Quand mon positionnement intérieur a vraiment changé, tu vois, quand il y a eu un switch de fonctionnement entre la personnalité qui s'agite et qui veut gérer tout un projet et l'être qui prend les commandes et qui dit, bah oui, moi, c'est ce que j'ai envie d'amener, la paix que j'ai envie d'amener dans le monde, bah, elle prend cette forme, tu vois, d'Ekitao. Et ben alors, à ce moment-là, la posture permet ce changement des possibles, cet allègement. Et pour revenir sur le cercle, tu sais, ton livre, L'enseignement des chevaux, que j'avais acheté dès sa sortie. Et j'ai pas mal, je l'ai lu évidemment, et j'ai pas mal utilisé des rituels que tu proposes dedans, notamment avec le rond de longe, avec le cercle, avec les quatre directions, euh, des rituels qui nous ont guidés, tu vois, au départ de randonnée. Justement pour ne pas partir juste à cheval comme ça, mais partir dans une conscience, dans un espace qu'on ouvre avec les chevaux, et puis on va cheminer ensemble. Et donc Et en même temps, c'est à chacun de créer le rituel qui nous correspond, hein. Dans ce oui, livre, il y a que des c'est exemples, des invitations. c'est des invitations. Je crois que c'est à chacun de Ouais. créer ce qui lui correspond. Et tu disais aussi que tu parlais avec que tu travaillais avec des familles qui avaient cette question de la dynamique au niveau des familles. Et Oui. comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est traduit dans dans ta vie de tous les jours, dans ta vie professionnelle avec les chevaux? Mais en fait, tu vois, comme le fonctionnement maintenant ici est beaucoup plus vivant, tu vois, hors de l'idée de on fait telle activité chez Kitao parce qu'Ekitao est un centre équestre alternatif, on disait ça au début. Euh, et puis maintenant, on dit plus ça, mais on disait ça au début. Hors de ça, comme maintenant, tout se fait en co-création avec ce lieu, avec les chevaux, avec les êtres humains qui sont dans le projet, dont mon mari, dont j'ai déjà parlé, mes enfants, notre palefrenier et les gens qui gravitent autour. Ben en fait, nos propositions sont plus variées et peuvent changer d'une année à l'autre. Tu vois, on propose des choses une saison. Et puis peut-être la saison d'après, on ne le repropose pas parce que c'est plus les mêmes énergies, c'est pas le même, on n'est pas dans le même nous, dans le même mood, et puis on ressent pas le même besoin de la part des gens de la société, tu vois. Et donc là, ça fait quand même quelques années qu'on a commencé à ouvrir nos portes pour des activités familiales, en se disant, mais on accompagne les enfants, on accompagne les adultes, mais il faut qu'ils vivent ça ensemble et c'est hors de leur quotidien, dans une espèce de laboratoire. Parce tu vois, on est des chercheurs au final, on fait des expériences et donc ils viennent expérimenter avec nous qui expérimentons en même temps qu'eux. Et donc on fait des activités pour les familles, des randonnées. Là, on a une retraite familiale là, de 3 jours ici au mois d'août. Et nous, on le fait en tant que famille aussi. Donc on guide la rando ou la retraite et en plus, on est tous les quatre. Et là, ce n'est possible qu'à partir du moment où on considère nos enfants et on les voit tels qu'ils sont, qui sont des éléments de ce cercle. Ils ne sont pas des petits de qui on doit prendre soin d'une certaine façon ou quoi. Ben oui, forcément, on prend soin d'eux, c'est des enfants, mais tu vois, ils peuvent participer à une plus grande échelle, quoi. Et c'est là qu'il y a toute cette joie que ce projet et cette manière de partager ce projet au monde, ben, c'est l'intégration de toutes nos facettes. On n'a pas une casquette privée, une casquette professionnelle, une casquette thérapeute, une casquette moniteur. On a vraiment, on est nous et on va activer, tu vois, les ressources selon le Ouais. domaine pour lequel on a ouvert un espace, quoi. C'est quand même un changement de posture parce que dans l'équitation traditionnelle, c'est l'enseignant finalement qui donne les ordres, hein, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, Oui. il y a pas forcément cet aspect collaboratif que tu décris et donc pas la même dynamique, pas la même Non, énergie, j'imagine. non, pas du tout. Pas du tout. Après, tu sais, quand je mets les gens à cheval, je suis hyper exigeante sur la responsabilité qu'ils ont à se tenir correctement à cheval,
tu vois, à s'aligner, à avoir... voilà, donc tout ça, c'est quand même important. Et ça, c'est, vu que j'ai l'expérience et les connaissances, c'est moi qui leur propose, bah, tiens, cette posture-là, cette manière d'ouvrir les rênes plutôt que de tirer. Tu vois, c'est pas pour ça qu'on fait n'importe quoi, mais ça vient vraiment de... En fait, cette personne qui est venue, elle vient pas juste monter à cheval, elle vient pour chercher du vivant en elle. Et ça, maintenant que c'est transparent chez moi, c'est transparent dans mes cours parce que je me retrouvais toujours avec des cours où D'accord. tu donnes cours aux gens et ils sont tous en train de flipper, où ils Tout à fait. sont tous en train, il y en a qui se mettent à pleurer pendant le cours. Et toi, tu te dis, mais c'est un cours d'équitation, je n'ai pas envie de les thérapeuter maintenant, ils n'ont qu'à venir en thérapie alors. Tu vois que j'avais ce truc. Et en fait, là, comme c'est transparent, en fait, tout est possible dans la même leçon. Et donc de voir, bah tiens, quand je me pose, quand je n'arrive pas, par exemple, tu sais, il y a des gens, je sais pas, ils ont tout le temps les jambes qui filent en avant, le bassin ne se pose pas bien sur le cheval et tout. Tout à fait. Bah, c'est tellement une porte d'entrée pour aller voir bah, qu'est-ce qu'il a ce bassin, qu'est-ce qu'il nous raconte, Mhm. qu'est-ce qui est bloqué. Donc on prend cette porte d'entrée-là et on collabore ensemble pour ça. Mhm. Et tu avais parlé de d'hypothérapie ou d'équithérapie justement. Et, euh, et si je comprends bien, l'aspect thérapeutique est intégré avec tout ce qui se passe pendant le cours ou pendant le moment de présence avec les chevaux. Alors, il y a vraiment quand même des séances où les gens viennent uniquement pour cet accompagnement introspectif, thérapeutique. Ok. Euh, et là, parfois ils vont à cheval, parfois ils vont pas à cheval. Ah oui, d'accord. C'est pas systématique. Tu accueilles des personnes pour quel genre de demande dans ce cadre de Euh, hypothérapie ou équithérapie? euh, on a beaucoup, beaucoup des adultes, tu vois, en épuisement, qui vont pas bien. Monsieur, madame, tout le monde qui veut venir sentir, ou qui ont vécu un deuil, un événement de la vie qui fait qu'ils ont envie d'aller regarder ce qui se passe en eux. On a du handicap, des jeunes de l'aide à la jeunesse, des jeunes délinquants. On travaille avec des IPPJ. C'est quoi, Et IPPJ? IPPJ, oui, c'est les prisons pour les jeunes Ah oui, oui, de oui. moins de 18 ans. Ah oui, qui sont placés, des délinquants qui sont mineurs en fait. Voilà, qui Tout à fait. sont, ouais, ouais, ils viennent faire des camps ici. On en a chaque année qui viennent faire des camps de 2 3 jours. Oui. Euh, et Et puis la alors, présence au cheval aide, tu penses, dans ce cadre-là, qui est souvent parce que c'est souvent des personnes qui ont rejeté la société ou qui... ça fait, ouais. comment ça se passe? Ah, ben c'est super intéressant parce que du coup, ils sont dans un milieu qu'ils ne connaissent pas du tout la plupart du temps. Et donc, ça suscite beaucoup de curiosité, voire même de la peur, parce qu'ils sont dans la nature, il y a du vent, il y a plein d'arbres, il y a des chevaux. Et donc, ça vient toucher directement, en fait, parce que c'est inédit pour beaucoup de jeunes de ces milieux-là, en tout cas. Et donc, le cheval, il s'engouffre dans cette brèche. Une fois qu'il y a une curiosité, les chevaux, ils viennent et alors nous, on rebondit avec ça. Oui, oui. Oui, j'ai eu cette expérience que les chevaux ont souvent conscience, hein, parfois une conscience assez aiguë de l'enjeu de ce qui est en train de se passer. Oui, 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 tout à fait. Spécialement avec des personnes qui ont des émotions fortes ou qui vivent quelque chose intérieurement de vraiment fort. Et c'est magnifique en tout cas comme travail. Oh oui, Et c'est passionnant. oui, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur notre relation et la relation thérapeutique avec le cheval, parce que finalement, ça reste assez mystérieux. On ne sait pas vraiment exactement ce qui se passe dans ces moments en particulier. C'est ça, toute la sphère subtile, tu vois, à explorer ou pas, mais de laquelle on peut avoir parfois des informations qui permettent que ça s'intègre encore à d'autres niveaux. Euh, Tu sais, les chevaux, quand il y a une porte d'entrée comme ça, quand il y a quelque chose de disponible chez quelqu'un, ils le sentent avant que nous, on le sache en nous-mêmes. Mais les Mhm. propriétaires de chevaux sont souvent face à ça. Un cheval qui les met par terre, un cheval qui a peur de tout. Il Oui, vient les chercher juste là où ils n'ont pas envie d'aller, mais où en fait ils sont prêts à aller s'ils ont une petite main à tenir et s'ils acceptent ce que ce cheval a passé comme message. Et, euh,
Et avec cette amie dont j'ai parlé, Antoinette Goubeau, ben, on accompagne justement des propriétaires de chevaux. Oui, c'est ce que tu me disais. Il y a une partie de ton activité où tu accompagnes les propriétaires et leurs chevaux. Oui. Et tu voudrais nous en dire quelques mots? Ben donc, oui, parce que c'est des propriétaires de chevaux et puis parfois c'est des propriétaires de plusieurs chevaux parce que ce sont des professionnels de la filière équine. On en a eu déjà quand même plusieurs qui ont tout fait, tu vois, ils sont super bons en équitation comportementale, ils font des trucs super chouettes avec les chevaux et tout. Et puis il y a un domaine qui bug et on ne comprend pas, on n'arrive pas. Et nous, avec cette approche subtile du cheval, avec cette communication subtile qu'on a intégrée vraiment tellement profondément dans notre façon d'être, eh ben, on ouvre un nouvel angle de vue aux personnes, en fait, pour aller voir derrière le problème, le cheval qui, malgré qu'il ait levé le je sais pas quoi de la sens, bah, il continue à bourrer dedans chaque fois que, il y a un autre cheval qui passe. Eh ben, on a une autre approche et on a déjà eu des chevaux vraiment à problème qui avaient des revirements de situation comme ça presque du jour au lendemain, tu vois, alors que tout avait été essayé à un niveau comportemental. Donc cette sphère subtile, vraiment, je pense que c'est là que les humains et les chevaux vont pouvoir aller plus loin. Si les humains continuent à ouvrir leur sens et laisser leurs canaux être disponibles à ce que les chevaux renvoient et émanent. La disponibilité intérieure, Oui, l'ouverture, et si je comprends bien, il y a quelque chose avec le positionnement intérieur, qui je suis à l'intérieur à ce moment-là. tout à fait. Ouais. Ouais. Donc ça fait Merci Sylvain. plein d'outils, plein de témoignages et vraiment un travail magnifique dans cette transition vers une collaboration avec le cheval peut-être. Et je te demanderais bien, c'est une question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, comment est-ce que tu vois l'avenir dans 5 ans, dans 10 ans, et de ce que tu connais, comment est-ce que c'est en train d'évoluer? Tu veux dire l'avenir par rapport à ce projet Equitao ou tu parles en Alors général? l'avenir pour toi, bien sûr, dans ton Mhm. projet, dans quelle direction est-ce que tu Ouais. vas, tu souhaites aller, et l'avenir en général, en Belgique, en Europe, comment est-ce que les choses sont en train de changer, et Ouais. qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller dans cette direction-là? Ouais. Mais moi, je pense qu'on va dans la direction du mouvement. En fait, Mhm. on est en mouvement et je pense que toute la société est en mouvement et nous, on est juste un petit maillon de ce mouvement. Et il y a évidemment des maillons du mouvement global qui freinent. Mhm. Mais moi, je regarde pas ces maillons-là. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'en les regardant pas, tu vois, par exemple avec les JO, je suis dans la paix ici. Moi, je vis dans un lieu, mais juste magnifique. Tous mes amis sont dans un mouvement aussi, à l'écoute. Mes chevaux, ils vont de mieux en mieux. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'à nourrir ça, je nourris la foi, qu'en fait, au fond, tout va bien et tout ira bien. Et donc, je suis pas du tout inquiète, en fait, de l'évolution, ni du projet, ni de la société. Ça va bouger et on va juste devoir s'adapter comme la nature est en train de le faire pour le moment avec la météo complètement chaotique qu'on a. Ben, en fait, on va juste s'adapter, on va perdre des branches, on va changer de plume ou je sais pas, Mhm. mais on va bouger et en fait, au fond, tout ira bien. On accompagne le mouvement un petit peu comme quand on monte à cru, hein. Moi, j'ai cette expérience-là, et c'est vrai que plus on accompagne le mouvement, plus on est en sécurité aussi avec le Voilà, cheval, et oui, plus on... plus stable. C'est ça, il y a vraiment cet échange de symbiose presque de deux êtres vivants qui se déplacent ensemble, qui sont dans un mouvement ensemble. Et donc Manon, merci pour tout ça. On va doucement vers la clôture de cette interview. Je vois qu'il y a deux, trois personnes qui sont là. Et donc s'il y a des questions par rapport à ce dont tu as parlé, Manon, de ton activité, de ton centre, n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à poser une question dans le chat. On a quelques minutes si vous souhaitez poser
une question ou faire des remarques, des témoignages sur le centre Equitao et puis le mouvement dans lequel on est tous emportés sur le dos de nos chevaux ou à côté de nos chevaux. Oui, merci Sylvain de donner la voix à tout ça. Et puis ça, si ça peut inspirer d'autres personnes et voir que c'est possible de changer, Ouais. d'avoir une forme de centre équestre et puis de devenir un centre de recherche, de collaboration, de rencontre avec les chevaux. Bah, en tout cas, ton expérience et ce dont tu témoignes, c'est un exemple que, bah, que c'est possible. Ouais, ouais, Que c'est possible. Et c'est ça. tout en respectant le cheval, tout en continuant à avoir une activité d'enseignement de l'équitation, et avec cette, je sais pas comment on pourrait dire, je reprends cette image de l'arbre hein, avec son tronc et puis les différentes branches, d'autres branches qui commencent à pousser, hein, Exact. que ce soit la thérapie, que ce soit l'accompagnement des propriétaires, ou alors peut-être la dynamique de groupe. Moi, je crois beaucoup à cette Ouais, ça c'est. dynamique de groupe. Et oui, il me semble qu'on sous-estime un peu la force de cette relation qui nous unit avec les chevaux depuis des milliers, des milliers d'années, hein. Ouais. Ouais, oui, parce que même les gens qui ne fréquentent pas les chevaux, qui ne sont pas, tu sais, des passionnés comme nous qui respirons cheval, on est toujours dedans. Mais même les gens, le cheval ne laisse personne indifférent. Mm. Il provoque toujours quelque chose chez quelqu'un, hein. Et ça, on l'a bien dans nos inconscients collectifs, donc à explorer. Et puis dans nos gènes, alors apparemment, vu qu'il y a Ap- 30 000 ans qu'on chemine ensemble. Apparemment, puisque ça fait 30 000 ans qu'on chemine ensemble et qu'il y a eu une coévolution, hein. Et donc ça, c'est pas trop le concept darwinien du plus adapté qui survit, mais plutôt de la coévolution entre les humains et les chevaux. Et donc, vraiment un grand merci du fond du cœur de Merci ton aussi. témoignage que bah, cette coévolution, elle est possible, pas forcément au milieu des steppes de la Mongolie ou au milieu d'un vaste troupeau de chevaux sauvages, mais c'est tout à fait possible dans un centre équestre, donc. Et je te laisse le mot de la fin, Manon. Je tiens vraiment à te remercier pour cette opportunité de partager et puis pour cette opportunité d'avoir remis au clair et d'avoir mis des mots sur plein de choses que je vis. Donc ça, c'est vraiment précieux. Merci, merci, merci. Et Voilà, bah, oui. au plaisir de se revoir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a donc un sommet en ligne en décembre prochain et on va essayer pour ce sommet en ligne de réunir hein, donc différentes personnes qui ont créé des lieux ressources comme le Mm. tien. Oui, Il y en a un certain nombre maintenant qui existent pour bah, créer un forum, continuer à échanger, c'est ça. continuer à créer ce cercle que tu as décrit avec cette image du cercle qui se forme et dans lequel nous sommes tous en mouvement. Euh, alors également sur la plateforme, donc l'interview va être diffusée sur la plateforme Cheval en Conscience. Et donc si vous avez des questions qui vous viennent à la visualisation de cette interview, je me ferai un plaisir de te les transmettre, Manon, des questions ou des remarques sur cette évolution qui est en cours dans le milieu équestre. Un grand merci, Manon. Merci aussi. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.